des voies de la motricité. C'est pas ça, c'est pas ça. Merci. Et donc, je vais essayer pendant les 2 heures de ce cours de vous décrire non seulement les voies de la motricité dites pyramidales, mais aussi les voies extra-pyramidales. Et comme le cervelet est impliqué dans la coordination et en tous les cas la motricité, et notamment par son néocérébellum, nous parlerons aussi du cervelet. Donc nous allons commencer par les voies pyramidales de la motricité et bien sûr, je vais vous les dessiner. Alors tout d'abord, nous allons faire un petit schéma récapitulatif. Ce petit schéma récapitulatif correspond à une face latérale de l'encéphale, comme ceci, avec bien sûr le sillon central, le sillon précentral, en avant le lobe frontal. Je vous avais dit qu'il existait une zone qui commence juste en avant du sillon central et qui correspond à ce que l'on appelle le gyrus précentral, le gyrus frontal ascendant. Et ce gyrus frontal ascendant, ce gyrus précentral, est le gyrus moteur. On dit que c'est l'aire motrice primaire. De ce gyrus, dans cette circonvolution, vous allez avoir des grandes cellules qu'on appelle les cellules pyramidales. Et ces grandes cellules pyramidales vont émettre un axone et cet axone va descendre, va traverser le cerveau, l'encéphale, va arriver au niveau du tronc cérébral et sa projection finale, elle se fera au niveau, donc je vais le faire en blanc parce que vous ne le voyez pas beaucoup, voici, la projection finale se situera au niveau du motoneurone. Le motoneurone, si vous vous souvenez, est situé dans la moelle, dans la couche 9 de Rexède, et c'est ce motoneurone qui ira agir au niveau du muscle. Ce faisceau, qui est le faisceau pyramidal, va avoir des relations directes avec le motoneurone. Mais il va agir aussi sur ce qu'on appelle des interneurones. Alors voici un interneurone, et par l'intermédiaire de cet interneurone pourra aller agir sur les motoneurones de la corne antérieure de la moelle. Ce faisceau, qui est cortico-spinal, n'est pas le seul à intervenir dans les voies de la motricité. Il va intervenir essentiellement dans les voies de la motricité extrêmement fines, distales et volontaires surtout. Mais il va être accompagné par d'autres voies. Et pour cela, il faut que je mette en place ici le tronc cérébral et en arrière le cervelet. Il va être accompagné par, et je le fais en orange, des fibres issues d'un noyau qui se situe au niveau du mésencéphale. Je le fais un peu haut, je vais le faire un peu plus bas. Au niveau du mésencéphale, et ce noyau qui s'appelle le noyau rouge et que nous avons déjà évoqué, va émettre des fibres et ce noyau rouge va donner un faisceau rubro-spinal. Un autre type de fibres vont venir aussi du tronc cérébral. Ce sont les fibres de la réticulée. On a discuté au moment de la description du tronc cérébral qu'il existait
un système tout à fait diffus qu'on appelle réticulaire et qui est composé de plusieurs noyaux. Eh bien, cette réticulée va donner des faisceaux qui, bien sûr, vont s'appeler réticulospinaux et vont agir sur l'activité du motoneurone. Et la dernière fibre que j'évoquerai, c'est une fibre, que je vais faire en vert, venant d'un noyau presque inclus dans le cervelet. On fait losangique en général, et qui, elle aussi, va aller projeter son activité sur les interneurones. Et ce dernier noyau, c'est le noyau vestibulaire. Ce sont les noyaux vestibulaires, car il en existe 4. Et bien sûr, ce noyau vestibulaire va donner un faisceau qui va s'appeler vestibulo-spinal. Donc à la fin de ce cours, normalement, j'aurais dû vous parler de plus ou moins de ces 4 faisceaux qui vont arriver sur la moelle, sur le motoneurone et aller moduler l'activité du motoneurone, c'est-à-dire l'activité réflexe fondamentale de la moelle. Alors maintenant, on va faire le trajet de ce faisceau cortico-spinal. Pour cela, on va faire une coupe frontale. Et cette coupe frontale, voici à peu près la ligne médiane. Eh bien, sur une coupe frontale, on retrouve tout en haut je vais le faire un peu plus à le thalamus. On va faire le thalamus contralatéral. Ici, on va marquer l'hypothalamus. Au-dessus du thalamus, nous savons que nous avons le noyau codé. On va le faire de l'autre côté aussi. Et dans la partie supérieure, on retrouve le corps calleux. Latéralement, sur une coupe frontale, il y a le noyau lenticulaire. On sait qu'il est triangulaire, le noyau lenticulaire. On sait qu'il a 3 parties. Une partie la plus externe qui s'appelle le putamen et une partie interne qui est le pallidum, divisé lui-même en pallidum interne et pallidum externe. Au-dessus, on va marquer le gyrus singulaire, facilement reconnaissable, il est très proche du corps calleux. Et puis, on va dessiner un gyrus et on va décider que ce gyrus n'est autre que le gyrus de la frontale ascendante. Donc je le fais lisencéphale, je vais dire que je vais passer uniquement par le gyrus précentral, par le gyrus frontal ascendant. Et puis en dessous, je vais retrouver le lobe temporal. Donc je sais qu'il existe 5 circonvolutions au lobe temporal. Et je vais donc ici marquer mon pédoncule cérébral et puis mon lobe temporal. Normalement, voilà, j'en ai fait 5. Ce n'est pas ce qui nous intéresse spécialement aujourd'hui. Je vous ai dit que le faisceau corticospinal naissait du gyrus précentral. Il va naître de toute la partie du gyrus précentral. Et il va venir se réunir au niveau de la capsule interne. Et il va cheminer dans cette capsule interne. Il existe au niveau de ce gyrus précentral ce que l'on appelle une somatotopie. C'est-à-dire que les fibres qui sont destinées à une partie du corps vont être situées dans une partie très particulière du cortex cérébral. De telle sorte que la jambe et le pied sont situés ici,
sur la partie la plus interne du gyrus précentral, pratiquement sur la face interne. Et donc, nous allons avoir ici la jambe, et puis nous aurons la cuisse, et puis le corps. Et puis nous allons avoir en avant le bras, l'avant-bras. Et puis là, très curieusement, nous allons avoir une représentation de la main qui sera énorme et complètement disproportionnée. Donc nous allons avoir la représentation ici du pouce avec son ongle, et puis les doigts. Il doit y en exister 4, voilà, donc complètement disproportionné par rapport au reste du corps. Et en dessous du pouce, réellement sur la vue externe, eh bien, nous aurons la représentation de la face. Voici l'œil, voici le nez, oups. Voici la bouche. Et enfin, nous aurons le larynx, le pharynx, dans la partie la plus inférieure, tout proche du sillon latéral. Donc, au niveau de la circonvolution précentrale, qui est aussi l'aire motrice primaire, vous allez avoir une représentation du corps humain qu'on appelle une somatotopie, extrêmement précise, de telle sorte que le membre inférieur est situé dans la partie la plus interne de la circonvolution, sur la face médiale de l'encéphale, et que vous avez sur la face externe une énorme représentation de la main, d'une part, et de la face. En fait, il existe 2 faisceaux. Un faisceau qui est vraiment cortico-spinal et qui va correspondre à tout le corps, et puis un faisceau qui va correspondre à la face. Et en fait, le faisceau qui correspond à la face s'appelle plutôt cortico-nucléaire. Pourquoi nucléaire? Parce qu'il va s'arrêter dans les noyaux des paires crâniennes du tronc cérébral. Donc en fait, le faisceau moteur qui naît de la circonvolution précentrale est formé de 2 parties. Une partie qu'on va appeler réellement cortico-spinale et qui va descendre jusqu'à l'extrémité la plus distale de la moelle, et une autre partie qu'on appelle cortico-nucléaire et qui va être destinée au noyau des paires crâniennes dans le tronc cérébral pour aller innerver la face. Ces 2 faisceaux vont ensuite parcourir la capsule interne. Sur une vue frontale, la capsule interne est toujours oblique en bas et en dedans. L'ensemble des fibres vont aller rejoindre cette capsule interne, et cette capsule interne est toujours oblique en bas et en dedans. Elle va rejoindre les pédoncules cérébraux. Sur une coupe horizontale, la capsule interne n'est pas oblique en bas et en dedans. Elle est formée par 2 bras. Voici le noyau lenticulaire, voici le noyau caudé, voici le thalamus. Vous allez avoir sur une coupe horizontale 2 bras à la capsule interne, un bras antérieur et un bras postérieur. Le faisceau corticospinal et corticonucléaire va cheminer dans le bras postérieur de la capsule interne en ce qui concerne le faisceau corticospinal, avec là aussi une somatotopie extrêmement précise. Le membre supérieur étant le plus en avant, le tronc au milieu et le membre inférieur en arrière.
Et l'autre faisceau, le faisceau cortico-nucléaire, est situé juste à la jonction, à la pointe du noyau lenticulaire. C'est la face, on va mettre un F. Juste à la jonction, au niveau de la pointe du noyau lenticulaire, à la jonction du thalamus et du noyau caudé. Ce faisceau, qui est parfois appelé le faisceau géniculé, le genou de la capsule interne, il passe en effet dans ce qu'on appelle morphologiquement le genou de la capsule interne, n'est rien d'autre que le faisceau cortico-nucléaire. Vous avez donc bien une représentation. Ici, vous mettez la tête de votre bonhomme. Ici, vous mettez le corps avec les bras d'abord et les jambes ensuite. Vous avez bien une représentation claire du corps humain au niveau de cette capsule interne. Donc, je répète, le faisceau cortico-spinal et cortico-nucléaire passe dans le bras postérieur de la capsule interne. Le bras postérieur de la capsule interne est défini sur les coupes horizontales, simplement pas sur les coupes frontales. Et c'est, en fait, il y a deux parties à la capsule interne, un bras antérieur, un genou et un bras postérieur sur une coupe horizontale. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, ce faisceau va atteindre le tronc cérébral. Il va traverser le tronc cérébral au niveau du mésencéphale. Au niveau du mésencéphale, eh bien, il va arriver... On peut dessiner ici un mésencéphale, n'importe quel mésencéphale. On sait qu'au niveau du mésencéphale, il y a l'aqueduc du cerveau. Voici la ligne médiane. Le mésencéphale est défini par des structures qui lui sont propres. La substance noire, que nous évoquerons tout à l'heure. Le noyau rouge, que nous avons déjà évoqué. Et puis, au niveau du mésencéphale, en arrière, on a le colliculus, par exemple, supérieur, et on aurait l'émergence d'un nerf, le nerf, la troisième paire, le nerf oculomoteur, qui, ici, est très près de la ligne médiane. Où se trouve le faisceau corticospinal et le faisceau corticonucléaire? Eh bien, il va se situer dans le pédoncule proprement dit, dans une partie intermédiaire du pédoncule. Et là aussi, vous allez retrouver dedans, en dehors, le membre supérieur, le tronc et le membre inférieur. Et en dedans du faisceau cortico-spinal, vous allez retrouver le faisceau cortico-nucléaire. Nous sommes toujours du même côté de la ligne médiane et notre faisceau va continuer à descendre dans le tronc cérébral. Après avoir traversé le mésencéphale, il va arriver au niveau du pont. Et au niveau du pont, il va se caractériser par une dissociation. Il va complètement se dissocier, comme ceci. Alors que se passe-t-il? Eh bien, si on fait une coupe au niveau du pont, vous allez avoir en arrière, bien sûr, le quatrième ventricule. Vous allez avoir latéralement le pédoncule cérébelleux moyen. Et puis en avant, ici, sur la ligne médiane, le sillon qui porte le nom de l'artère. Donc je vous marque l'artère basilaire. Nous avions vu que sur la partie la plus antérieure, il y avait des fibres et que ces fibres émanaient de petits noyaux qu'on avait appelés les noyaux du pont. Et que ces noyaux du pont envoyaient des fibres qui croisaient la ligne médiane et qui allaient former le pédoncule cérébelleux moyen controlatéral. Eh bien, le faisceau corticospinal,
que j'ai fait en blanc, ce qui n'est pas astucieux. Donc je vais faire les noyaux du pont en rose. Va être complètement dissocié par ces noyaux du pot et par les fibres. Et on va retrouver des amas de faisceaux complètement dissociés, comme je l'ai marqué ici, entre ces fibres des noyaux du pont. Alors, je marque un peu de rouge parce que normalement je devrais le faire en rouge. Et je mélange le rouge au blanc de façon à essayer d'avoir la couleur normalement retenue pour les voies motrices, qui est le rouge. Donc, dissociation du faisceau corticospinal et corticonucléaire quand on arrive au niveau du pont. Et puis, on arrive à la partie haute du bulbe. Et là, à la partie haute du bulbe, il va se passer quelque chose d'important, car ce faisceau va se retrouver, se recondenser. Donc, si on continue ici, eh bien, vous allez avoir toujours le 4e ventricule à la partie postérieure, puis ici l'olive bulbaire, et juste en avant, eh bien, nous allons avoir la pyramide bulbaire, et cette pyramide bulbaire va recevoir à nouveau ce faisceau cortico-spinal qui va se reformer, qui va complètement former la pyramide du bulbe. Donc il y a reconstitution d'un faisceau au niveau du bulbe. Et reconstitution d'un faisceau, il va donc traverser le bulbe de haut en bas, et à la partie basse du bulbe, eh bien, nouvel événement pour ce faisceau, il va en grande partie traverser la ligne médiane. On parle alors de décussation. Et on dit qu'il s'agit de la décussation des pyramides. Environ 80 à 85% des fibres décussent et 15 à 20% des fibres restent homolatérales. Donc, la grande majorité des fibres croisent la ligne médiane et décussent. Une petite partie reste homolatérale. Et là, nous avons formation de deux faisceaux. Un faisceau que l'on va appeler le faisceau cortico-spinal, médial, direct, et un faisceau cortico spinal. Elle est où la caméra? Cortico-spinal croisé ou latéral. Donc, nous sommes arrivés à la partie basse du bulbe. À la partie basse du bulbe, on a dit que le faisceau allait croiser la ligne médiane. Eh bien, on pourrait le dessiner ici. Nous allons faire les deux côtés. Voici une vue d'un bulbe bas. Nous avons ici le faisceau pyramidal. Voici le second faisceau pyramidal. Nous avons qu'une toute petite partie, en fait,
du canal de l'épendyle, eh bien, le faisceau pyramidal, le faisceau corticospinal croisent la ligne médiane à la partie basse du bulbe. Il est très antérieur et en croisant la ligne médiane, il va se latéraliser et donc se trouver dans le cordon latéral de la moelle. Donc si vous faites une coupe de moelle, eh bien vous allez avoir la substance blanche en forme de papillon, la corne antérieure de la moelle extrêmement volumineuse s'il s'agit d'une moelle cervicale. Voici la corne postérieure, la corne antérieure. Vous allez avoir la substance blanche de la moelle avec les différents cordons, cordon latéral et cordon antérieur de la moelle. Je suis obligée de faire les deux côtés puisque je vais me retrouver avec deux faisceaux. Donc, dans le cordon latéral de la moelle, je vais me retrouver avec un énorme faisceau qui sera à peu près 85% des voies. Cet énorme faisceau qui s'est situé dans le cordon latéral, à chaque niveau, va envoyer des fibres pour les motoneurones de la corne antérieure de la moelle. On sait au niveau de la moelle que ces motoneurones sont situés dans des colonnes, qu'on a appelées les colonnes, la couche 9 de la classification de Rexel, et l'on sait qu'il existe des interneurones qui vont correspondre à la couche 7 de la classification de Rexel. Il existe donc un système, on a distingué deux systèmes moteurs, un système latéral qui sera formé par le faisceau cortico-spinal latéral, c'est-à-dire le croisé, qui sera constitué aussi d'un autre faisceau, qui sera le faisceau rubrospinal, qui va correspondre aussi aux motoneurones de la couche 9, mais avec les interneurones de la couche 7. Et qui, au niveau des muscles qui vont être concernés, seront les muscles de la partie la plus distale et la plus fine. Donc il existe là aussi une somatotopie, de telle sorte que sur la partie médiane, vous allez avoir le tronc, et sur la partie latérale, vous allez avoir le membre supérieur. La partie la plus distale va correspondre à la main. Et si vous schématisez pour le mémoriser de façon plus simple, eh bien vous allez avoir, voici la corne antérieure de la moelle. La partie distale se situera ici, la partie proximale dans la partie la plus médiane, les effecteurs dans la partie antérieure et les fléchisseurs, les extenseurs dans la partie antérieure et les fléchisseurs dans la partie postérieure. Donc bien sûr, il faut orienter ce schéma. Ici, vous avez la partie dorsale et ici la partie latérale. Donc un système latéral
constitué du faisceau cortico-spinal latéral, du faisceau cortico-spinal qui va aller innerver les muscles les plus distaux, qui va donner une motricité la plus fine qui soit et qui va innerver les muscles des membres, et notamment du membre supérieur. Deuxièmement, le faisceau rubrospinal que nous avons évoqué tout à l'heure va venir constituer ce système latéral. Ces deux systèmes vont se projeter sur des colonnes de motoneurones situées dans la corne antérieure de la moelle, constituée de la couche 9 de Rexède, mais auxquelles on associe ici des interneurones de la couche 7. On oppose ce système latéral à un système médial avec le faisceau cortico-spinal médial. Ce faisceau cortico-spinal médian chemine dans le cordon antérieur de la moelle. Et les fibres qui vont venir de ce faisceau cortico-spinal médial vont croiser la ligne médiane et se projeter des deux côtés. Il sera contralatéral et homolatéral. Donc il a une projection bilatérale. Donc il croisera, mais à la partie terminale de son cheminement. Et il ira se projeter sur des motoneurones de la couche 9, toujours, mais ces motoneurones seront les motoneurones destinés aux muscles du tronc, aux muscles proximaux, et ils vont donc jouer un rôle important dans la statique, dans l'équilibration, dans la position du corps. À ce faisceau cortico-spinal médial, eh bien, on va associer un autre faisceau, ou plusieurs autres faisceaux. Le faisceau longitudinal médial, qui va regrouper des faisceaux venant des noyaux vestibulaires et venant du colliculus supérieur. Donc, pour reprendre le même schéma, bien sûr, des motoneurones de la couche 9, des interneurones, mais des interneurones qui seront là, les interneurones de la couche 8. Et je vous rappelle, l'opposition fonctionnelle, le système médial va jouer un rôle important dans la statique du corps. Il agit sur les muscles proximaux, alors que le système latéral va jouer un rôle important dans les mouvements les plus distaux. Ces deux systèmes vont recevoir en plus des fibres venant de la réticulée. Donc vous aurez pour les deux systèmes des faisceaux réticulospinaux qui vont venir moduler ces deux systèmes. Donc je fais un premier résumé de ce que l'on a dit. Nous avons parlé d'un premier faisceau qui est le faisceau principal de la motricité. C'est le faisceau cortico-spinal. Il naît au niveau du gyrus précentral. Au niveau de ce gyrus, il a une représentation du corps humain, de telle sorte que cette représentation met sur la face la plus interne le membre inférieur, sur la partie supérieure et externe une énorme représentation de la main et enfin la représentation de la face. Les neurones, les cellules qui représentent la face vont former un faisceau particulier qui est le faisceau cortico-nucléaire. Pourquoi cortico-nucléaire ? Puisque ces fibres vont s'arrêter au niveau des paires crâniennes, au niveau du tronc cérébral.
L'ensemble de ces deux faisceaux vont se regrouper et venir former la capsule interne, ou tout au moins une partie de la capsule interne. Cette capsule interne passe, est limitée en dehors par le noyau lenticulaire, en dedans par le thalamus et le noyau caudé. La capsule interne est oblique en bas et en dedans. Et ce faisceau cortico-nucléaire et cortico-spinal va aller rejoindre les pédoncules cérébraux. Sur une coupe horizontale de l'encéphale, du cerveau, la capsule interne présente deux bras. Un bras antérieur situé entre le noyau caudé et le noyau lenticulaire, un bras postérieur situé entre le thalamus et le noyau lenticulaire. La jonction de ces deux bras s'appelle le genou de la capsule interne. Et dans ce genou passe le faisceau cortico-nucléaire. Le faisceau cortico-spinal passera dans le bras postérieur de la capsule interne. Là aussi, vous retrouvez une somatotopie. La face au niveau du genou, et puis dans le bras postérieur, le membre supérieur, le tronc et le membre inférieur. Le faisceau cortico-nucléaire et cortico-spinal va atteindre le tronc cérébral. À ce moment-là, il va cheminer vraiment dans la partie pédonculaire du mésencéphale, dans la partie intermédiaire, avec la face en dedans, le membre supérieur, le tronc et le membre inférieur en dehors de la face. Vous allez me dire, qu'est-ce qui passe d'autre dans le pédoncule? Eh bien, ce seront des fibres qui viendront des autres parties du cortex cérébral. Mais notre faisceau est donc situé entre des fibres venant du cortex frontal et des fibres à l'extrême venant du cortex occipital. Ils sont donc situés dans la partie intermédiaire des pédoncules cérébraux. Ensuite, ce faisceau, qui à chaque niveau va diminuer en ce qui concerne le faisceau cortico-nucléaire, puisqu'il va donner des fibres pour les noyaux des paires crâniennes, va être complètement dissocié au niveau du pont. Il est dissocié par des fibres qui viennent de ce qu'on appelle les noyaux du pont et dont on reparlera dans un instant. Il est dissocié et donc va former une espèce de multifaisceau qui va, lorsqu'il va cheminer dans cette partie pontique de son trajet. Mais à la partie basse du pont, il se reconstitue. Il va se reconstituer pour former les pyramides bulbaires. Donc, il devient pratiquement que faisceau cortico-spinal quand il atteint les pyramides bulbaires. Il lui reste très peu de fibres cortico-nucléaires. À la partie basse du bulbe, il décusse, il croise la ligne médiane. Il va croiser la ligne médiane de telle sorte que la pyramide bulbaire on a l'impression que cette pyramide bulbaire va croiser la ligne médiane et se latéraliser. Et donc, ce faisceau cortico-spinal, pour sa plus grande part, 85% des fibres, vont venir cheminer dans le cordon latéral de la moelle, alors que 15 à 20% va rester homolatéral. Si vous avez une atteinte du faisceau cortico-spinal jusqu'à sa décussation, au-dessus de sa décussation, automatiquement une atteinte d'un hémi-cerveau va entraîner une atteinte du trajet du faisceau cortico-spinal dans l'hémi-cerveau jusqu'à la décussation, va entraîner une atteinte contralatérale du corps. C'est ce qu'on appelle une hémiplégie. Donc, l'atteinte d'un hémicorps, quand la lésion se trouve sur le trajet à l'intérieur de l'encéphale, au-dessus de la décussation, entraînera une lésion de l'autre côté de l'hémicorps. En d'autres termes, si ça c'est une atteinte, un cerveau droit, l'atteinte lésée sera l'hémicorps gauche, jusqu'à la décussation. À partir de la décussation bulbaire, deux faisceaux, un faisceau cortico-spinal latéral. Ce faisceau cortico-spinal latéral va donner un système latéral. Ce système latéral
est formé de fibres et surtout va se projeter sur un type particulier de motoneurone. Ce système latéral est constitué du faisceau corticospinal latéral, du faisceau rubrospinal que nous reverrons, des motoneurones des muscles les plus distaux, en ce qui concerne le membre inférieur ou le membre inférieur ou supérieur. Deuxièmement, de motoneurones, qui sont les motoneurones correspondant aux colonnes de ces muscles distaux. Et ces motoneurones sont les motoneurones de la couche 7. Dans tous les cas, vous aurez aussi une projection de fibres réticulaires. On oppose ce système qui est fin, qui donne des mouvements volontaires, distants, extrêmement fins, à un système médial formé du faisceau corticospinal médial, c'est-à-dire des fibres qui ne décusent pas au niveau du tronc, qui vont s'accompagner d'un faisceau qu'on appelle le faisceau longitudinal médial, dans lequel vous allez retrouver des fibres venant du colliculus supérieur, venant aussi de la réticulée et venant des noyaux vestibulaires. Et ils vont se projeter sur des motoneurones, toujours de la couche 9, ils sont toujours dans la même couche, les motoneurones, mais auxquels on associe des interneurones de la couche 8 de Rexed. Et ce système médial, qui va jouer un rôle extrêmement important sur la statique du corps, va aller innerver les muscles du tronc, c'est-à-dire les muscles proximaux. De telle sorte qu'on peut dessiner la somatotopie, c'est-à-dire la représentation au niveau de la corne antérieure de la moelle, par un petit cercle. Les muscles distaux sont latéraux, les muscles proximaux sont médiaux, les muscles extenseurs sont antérieurs et les muscles fléchisseurs sont postérieurs, sont dorsaux. Alors maintenant, on va parler du système extra-pyramidal. Alors, il existe en fait, à l'origine, les deux systèmes étaient décrits séparément. Bien sûr, il va exister entre les deux systèmes des liens. Le système extrapyramidal est le système constitué par les fibres passant par les noyaux gris centraux. Ces noyaux gris centraux, on les avait déjà évoqués et on va donc les revoir. On avait dit que les noyaux gris centraux étaient formés du noyau lenticulaire, et on sait que le noyau lenticulaire est triangulaire. Ce noyau lenticulaire est divisé en 3 parties, la partie la plus externe étant le putamen, la partie la plus interne étant le pallidum, mais on divise le pallidum en pallidum externe et en pallidum interne. Le noyau lenticulaire est la partie la plus externe et en dedans, on retrouve le thalamus. Le thalamus, donc on va orienter. Ici, vous allez avoir la partie supérieure, la partie latérale ici, et la partie antérieure ici. Ah, limite. Donc, la partie supérieure en haut du tableau, vous êtes d'accord? La partie latérale en avant du tableau et la partie antérieure, ici à ma gauche, comme ceci. On avait vu qu'au-dessus du thalamus, donc le thalamus, c'est un noyau qui va être formé de plusieurs noyaux et qui appartient au diencéphale. Et au-dessus du thalamus, il y avait un autre noyau qui est le noyau caudé. Et ce noyau caudé qui repose sur le thalamus s'en sépare
à la partie postérieure du thalamus et se continue par ce qu'on appelle la queue du noyau codé. Et donc ce noyau codé repose sur le thalamus, mais surtout va avoir comme particularité d'avoir une structure identique au putamen. C'est-à-dire que noyau codé et putamen sont la même structure et sont souvent connus dans les livres sous le nom de striatum. Donc striatum, c'est l'ensemble du noyau codé plus du putamen. Nous savons, et je vous l'avais dit, que la capsule interne passait entre ces noyaux. Donc, entre ces noyaux passe la capsule interne. Ça, c'est le rappel morphologique. Alors maintenant, on va reprendre notre coupe frontale. On va faire strictement la même chose. On va donc la refaire. Si on fait une coupe frontale de ces noyaux, nous allons avoir... Il faut que j'arrête mon dessin ici. Le thalamus, le noyau codé, en dehors, le noyau lenticulaire, au-dessus du noyau codé, le corps calleux, et puis le cortex. Oups. Et là, je vais mettre plusieurs circonvolutions, sans les distinguer, jusqu'au la fissure latérale. Et bien sûr, je vais mettre le lobe temporal avec ses 5 circonvolutions temporales. Nous venons de dire que le putamen et le noyau codé étaient la même structure. Elles sont tellement les mêmes structures qu'elles sont reliées par des ponts. Donc, putamen et noyau codé portent le nom de striatum. Les fibres issues du cortex cérébral vont venir se projeter sur le noyau codé et sur le putamen. Ces fibres viennent de circonvolutions diverses du lobe frontal et même du lobe pariétal pour certains. Ces fibres se projettent donc sur le striatum, noyau codé et putamen. Le putamen va se projeter sur le pallidum interne et le pallidum interne en boucle va revenir sur le thalamus. Or, le thalamus se projette sur le cortex. Il existe donc un circuit en boucle passant au niveau des noyaux gris centraux, de telle sorte que, je vais le faire là, vous pouvez marquer ici le cortex, ici le striatum, ici le pallidum, ici le thalamus,
Le premier circuit que je viens de vous décrire correspond au cortex, se projetant sur le striatum, se projetant sur le pallidum, et le pallidum interne en l'occurrence, se reprojetant sur le thalamus, et le thalamus va informer le cortex de l'activité. Donc c'est ce qu'on appelle le premier circuit, le circuit principal extra-pyramidal. Mais il en existe d'autres. Le second circuit, c'est celui qui va aller du thalamus et rejoindre directement le striatum. C'est le premier circuit qu'on appelle le premier circuit accessoire. Donc il existe des systèmes en boucle de régulation passant par les noyaux gris centraux. Ces noyaux gris centraux sont le striatum, le pallidum et le thalamus. Le circuit principal vient d'une projection corticale sur le striatum, puis sur le pallidum, va rejoindre le thalamus et rejoint sur le cortex. Le deuxième circuit, c'est le thalamus, certains noyaux du thalamus qui vont informer le striatum. Le deuxième circuit, c'est celui qui va passer par une petite substance qu'on appelle la substance sous-thalamique, que je vais donc rajouter ici, sous le thalamus. Et cette substance sous-thalamique est en connexion réciproque avec le pallidum. Donc il existe un circuit qui va de la substance sous-thalamique au pallidum et réciproquement, qui est un deuxième circuit accessoire extra-pyramidal. Le troisième circuit que vous connaissez mieux que moi, c'est celui qui va aller entre le striatum et la substance noire. Et là aussi, vous avez une connexion réciproque entre le striatum et la substance noire. Je vous rappelle que la substance noire est cette substance située au niveau du mésencéphale, juste en arrière du pédoncule, et qui est divisée en deux parties, une partie compacte et une partie réticulaire. Eh bien, cette substance noire, est en connexion réciproque avec le striatum. Et c'est le troisième circuit accessoire. Alors, il en existe d'autres. Par exemple, la substance noire va aller se projeter sur le thalamus et du thalamus va revenir au striatum. Mais surtout, il y a trois maladies qui sont liées à des dysfonctions de ces circuits. La première maladie, c'est la maladie atteignant le striatum. Et la maladie s'appelle la chorée. La deuxième maladie, c'est celle qui atteint la substance sous-thalamique et les circuits qui vont aller au pallidum. Et dans ce cas-là, vous avez une maladie qui s'appelle l'hémibalisme. Et la troisième maladie, vous la connaissez aussi bien que moi, c'est celle qui atteint la substance noire. Et dans ce cas-là, c'est la maladie de Parkinson. Alors, jusqu'à présent, je vous ai fait des circuits qui sont en boucle. C'est-à-dire que je vous les répète. Le premier circuit est le circuit principal. C'est une projection
diffuse du cortex sur le striatum. Le striatum, c'est le noyau codé et le putamen, deux structures absolument identiques. Du striatum, les fibres vont aller se projeter sur le pallidum, pas n'importe quel pallidum, le pallidum interne. Et c'est du pallidum que les fibres vont aller rejoindre certains noyaux du thalamus. Là, le thalamus, qui a une projection massive sur le cortex, va fermer la boucle. Cortex, striatum, pallidum, thalamus. Mais il existe d'autres circuits qu'on appelle des circuits accessoires. Ces circuits accessoires, ce sont d'abord certains noyaux du thalamus qui vont aller se projeter directement sur le striatum. Il y a donc une boucle de régulation à l'intérieur des noyaux gris centraux. Le deuxième élément, c'est une substance qui est située sous le thalamus, la substance sous-thalamique, qui a des connexions réciproques avec le pallidum. Et enfin, la troisième, qui est peut-être une des plus importantes, c'est la substance noire. La substance noire est située dans le mésencéphale, juste en arrière du pédoncule cérébral. Elle a deux parties, mais surtout, elle est en connexion réciproque avec le striatum. 3 maladies ont été individualisées dans ces circuits. La chorée pour une atteinte du striatum, l'hémibalisme pour une atteinte du noyau sous-thalamique et la maladie de Parkinson pour l'atteinte de la substance noire. Si on laisse ces circuits comme ça, ils tournent en rond. C'est-à-dire qu'ils vont tourner fonctionnellement et il va bien falloir qu'ils informent les autres structures motrices de leur activité. Comment cela peut-il se faire ? Eh bien, la première chose, c'est qu'il va y avoir des voies de sortie. La première voie de sortie, c'est la substance noire qui va aller se projeter sur le colliculus supérieur. Et en se projetant sur le colliculus supérieur, ça va permettre à des voies, c'est le faisceau tecto-spinal, d'aller informer la moelle de son activité. La deuxième sortie possible, c'est non seulement la substance noire, mais la substance sous-thalamique et le pallidum vont aller se projeter sur la réticulée. Et là aussi, pas n'importe quel noyau de la réticulée, mais cela va donner naissance à des faisceaux réticulospinaux. Donc la moelle est informée par un certain nombre de structures qui appartiennent au système extrapyramidal, soit par la substance noire de l'activité qui se passe dans ces circuits et qui va se projeter au niveau du colliculus supérieur, et par le colliculus supérieur va former des faisceaux tectospinales, donc il va bien se projeter sur la moelle, soit par les autres structures, substance noire, sous-thalamique et pallidum, qui tous les trois vont se projeter sur un noyau particulier de la réticulée, et par le biais de la réticulée va aller informer la moelle, d'où le nom de faisceaux réticulospinaux. Mais la sortie principale de ce système reste toutefois le faisceau corticospinal. Ces circuits sont en relation avec le cortex, et étant en relation avec le cortex, le faisceau pyramidal, le faisceau corticospinal et corticonucléaire sera la sortie principale pour aller moduler les structures sous-jacentes. Donc si on reprend ce système extrapyramidal, je vous rappelle que le système extrapyramidal est formé par des boucles de régulation situées au niveau des noyaux gris centraux. Il existe 3 noyaux gris centraux importants. Le thalamus qui appartient au diencéphale, le noyau codé qui repose sur le thalamus
et en dehors, le noyau lenticulaire. Tous ces noyaux gris centraux sont dissociés par des fibres, les fibres de la capsule interne, qui passent entre noyau lenticulaire en dehors, noyau codé et thalamus en dedans. Le noyau codé et le putamen sont de même structure. C'est la même structure. D'où son nom dans les livres de striatum. Striatum veut dire la réunion de noyau codé et putamen. Des fibres venant du cortex vont venir se projeter sur le noyau codé et le putamen. L'ensemble de ces projections vont activer des neurones qui vont aller stimuler le pallidum interne. Du pallidum interne, une boucle va être émise et qui va rejoindre le thalamus. La projection du thalamus se fait essentiellement sur le cortex. Il s'agit du noyau principal extra-pyramidal. Mais à ce noyau principal extra-pyramidal va s'adjoindre plusieurs autres noyaux. Un noyau de régulation à l'intérieur des noyaux gris centraux, c'est-à-dire que le thalamus, le striatum va se projeter sur le pallidum, puis sur le thalamus, mais le thalamus va rejoindre et activer et réguler l'activité du striatum. Mais il existe aussi d'autres structures importantes à rajouter dans ces systèmes. D'une part, la substance sous-thalamique, qui va être en relation avec le pallidum, et la substance noire, qui est une substance située dans le tronc cérébral et qui va être en connexion avec le striatum, connexion bilatérale. Dans ce système extra-pyramidal, vous allez avoir 3 maladies qui peuvent se différencier. D'une part, la chorée par atteinte du striatum, d'autre part, l'hémibalisme par atteinte de la substance sous-thalamique, et troisièmement, la maladie de Parkinson par atteinte de la substance noire. Non, on continue. Il reste tout le cervelet à faire. Et je ne peux pas arrêter. Comment ça, on peut? Par contre, je vais effacer ce dessin. Comment on arrête? Personne, là? Alors, est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que vous n'avez aucune question? Comment? Ah ben non, on n'arrête pas. On efface simplement. Et on continue le cervelet. Alors le cervelet, il va jouer un rôle important sur la motricité. Il va jouer un rôle important sur la motricité. Vous vous souvenez que l'on a dit que le cervelet, c'était un petit cerveau en dérivation du grand. Il est situé dans la fosse postérieure, dans la petite fosse crânienne. Et il va jouer un rôle sur la motricité par ces différentes parties. Alors le cervelet, on doit faire, pour comprendre ce qui se passe, un rappel de son histologie. Il existe en fait 2 systèmes au cervelet. Un système qui est constitué par une cellule principale et qui est la cellule de Purkinje. Alors voici une cellule de Purkinje avec son noyau. Elle va avoir des dendrites et elle a des dendrites très particulières. Cette cellule de Purkinje va aller directement se projeter sur les noyaux gris centraux du cervelet cette fois. Et ce sont ces noyaux gris centraux du cervelet qui vont émettre les efférences du cervelet.
Ce système de la cellule de Purkinje se projetant sur les noyaux gris centraux du cervelet, c'est un système parasagittal. Il va y avoir une afférence particulière à la cellule de Purkinje. Cette afférence, eh bien, elle s'appelle les fibres grimpantes. Et ces fibres grimpantes vont sur leur passage, bien sûr, activer les noyaux gris. Et ces fibres grimpantes vont aller activer les dendrites de la cellule de Purkinje. Les fibres grimpantes ont une projection parasagittale. Et ces fibres grimpantes vont venir d'une substance particulière dans le tronc cérébral. Cette substance particulière du tronc cérébral, c'est l'olive bulbaire, qui s'appelle l'olive inférieure. Donc les fibres grimpantes sont originaires de l'olive inférieure, qui est aussi l'olive bulbaire, l'olive de la moelle allongée. Tous ces systèmes ont une projection parasagittale. Mais il existe un autre système au niveau du cervelet. Il y a d'autres petites cellules qui sont des cellules, je vais faire en orange, qui sont les cellules à grains. Ces cellules à grains ont comme particularité de former ce qu'on appelle le glomérule cérébelleux. Et surtout, elles vont avoir des axones qui vont monter et dont les fibres seront perpendiculaires aux éléments de la cellule de Purkinje. Donc, il existe des fibres, des cellules à grains qui ont des axones, qui montent et qui vont former ce qu'on appelle les fibres parallèles. Et ces fibres parallèles vont aller exciter la cellule de Purkinje. Quelles sont les activités qui arrivent à activer ces cellules à grains? Eh bien, ce sont des fibres qu'on appelle les fibres moussues. Et ces fibres moussues qui, sur leur passage, activent les noyaux gris, proviennent de plusieurs éléments du cervelet. Et elles proviennent des éléments, disons, je dirais, plus connus du cervelet. Et ces éléments vont se projeter selon une disposition perpendiculaire au plan parasagittal, c'est-à-dire sur un plan transversal. Donc ces fibres moussues vont se projeter sur quelque chose qui est transversal. Quelle est l'origine des fibres moussues? Eh bien, l'origine des fibres moussues, c'est ce que nous avons déjà évoqué. Il y en a 3 parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle le vestibulo-cérébellum. C'est aussi l'archéocérébellum. Ce sont toutes les fibres venant des structures vestibulaires. Et ces structures vestibulaires ont un rôle important dans l'équilibration. La deuxième partie, c'est les fibres venant de la moelle. C'est donc le spinocérébellum. Ces fibres qui viennent de la moelle sont au programme de la journée de demain. Donc, on les laissera un peu de côté. Mais le spinocérébellum va se projeter par des fibres moussues sur le cortex cérébelleux et va avoir un rôle dans le tonus de posture, si on résume grossièrement. Et le troisième, c'est ce qu'on appelle le pontocérébellum. Ce n'est autre
que les noyaux du pont, qui par leurs fibres qui vont traverser la ligne médiane, vont former le pédoncule cérébelleux moyen et vont venir se projeter sur le cervelet par des fibres moussues. Ce ponto-cérébellum a un rôle dans la coordination des mouvements. Et donc, à travers la description de ces trois fibres, vous allez avoir une atteinte de l'équilibre, une atteinte du tonus de posture et une atteinte de la coordination des mouvements. Alors maintenant, je vous rappelle que la seule chose que vous saviez du cervelet, c'était sa vue antérieure. Donc très rapidement, je vous refais une vue antérieure. Vous aviez la cavité du quatrième ventricule, comme ceci. Vous aviez de part et d'autre de cette cavité les pédoncules cérébelleux. On avait dit qu'il y avait 3 pédoncules cérébelleux. Un pédoncule cérébelleux supérieur, un pédoncule cérébelleux moyen et un pédoncule cérébelleux inférieur. Et ceci, vous l'avez bien sûr des deux côtés. On avait dit qu'il existait 2 parties au cervelet. Une partie intermédiaire qui était le vermis, impair, médiane, et une partie latérale qui correspondait aux hémisphères cérébelleux. On avait dit que cette partie hémisphérique était séparée en 2 par un sillon, le sillon horizontal. Et dans ce sillon horizontal, il reposait un élément qui s'appelait le flocculus. On avait dit que flocculus et nodule constituaient en fait, nodule étant un élément vermien et le flocculus étant un élément hémisphérique, formaient donc un lobe à proprement parler. Et on avait dit que le lobe floculo-nodulaire correspondait en fait au vestibulo-cérébellum, correspondait à l'archicérébellum et correspondait à la régulation de l'équilibre. Alors maintenant, on va essayer de prendre une feuille de papier. Voici une feuille de papier. Et voici votre vue antérieure. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir la vue inférieure par le quatrième ventricule. Et ensuite, je vais retourner. Et à partir de ce moment-là, donc vous ouvrez votre cervelet par le quatrième ventricule et ensuite, vous regardez non plus sa face antérieure ouverte, mais la face postérieure. Et alors là, vous allez pouvoir décrire différents éléments au cervelet. Et ces éléments au cervelet, pour les uns, se correspondront au vermis, et pour les autres, correspondront aux hémisphères cérébelleux. Alors, on va essayer d'en mettre un certain nombre. Je ne les mettrai pas tous, mais j'en mettrai un certain nombre. Donc, si vous faites un dessin, voici la ligne médiane, vous allez avoir le vermis sur la ligne médiane. Le premier élément du vermis, je vous avais dit pendant le cours, c'était la lingula. Et je vous avais dit que la lingula reposait sur le voile médulaire supérieur. Le dernier élément que je vous avais nommé pendant le cours précédent, c'était le nodule. Et le nodule, on va le séparer du reste du cervelet. Et on sait que le nodule est toujours associé au flocculus. Donc le lobe floculo-nodulaire, je le répète, correspond au vestibulo-cérébellum, correspond
à l'équilibration et en général séparé des deux autres systèmes spinaux et ponto-cérébellum. Ici, je vous mets le sillon horizontal qui sépare en fait le cervelet en deux parties. Une partie plus antérieure et une partie plus postérieure. Dans la partie droite du tableau, je vais vous mettre la projection des fibres moussues. Et dans la partie gauche, je vais vous mettre la projection des fibres de l'olive bulbaire. Alors, je sais déjà que les fibres moussues ont une projection transversale. Les fibres grimpantes venant de l'olive bulbaire ont une projection parasagittale. Donc, je ferme de l'autre côté, comme ceci. Pas très beau. La partie la plus antérieure, qui correspond d'ailleurs pour la plupart au lobe antérieur, mais pas seulement au lobe antérieur, et à la partie du vermis correspondante, va recevoir des fibres de la moelle. Donc la moelle va se projeter sur essentiellement une partie très antérieure du cervelet, mais va correspondre aussi à une autre partie située dans le lobe postérieur. Et si je vous donne le nom, ça s'appelle le lobule gracile et l'élément vermien s'appelle le pyramis. Donc, il existe une projection très précise des fibres venant de la moelle. Pour schématiser, on pourrait dire que la moelle se projette dans la partie la plus antérieure du cervelet, qui correspond aux éléments vermiens les premiers, mais en fait se projette sur une période, sur une surface un peu plus grande que le lobe antérieur, mais la moelle se projette aussi sur un élément postérieur du cervelet qui correspond au lobule gracile et à l'élément vermien correspondant au pyramis. Donc en fait, deux zones très localisées de projection des fibres venant de la moelle. Les fibres venant du pont, elles vont se projeter sur la plus grande partie du cervelet, mais bien sûr, dans les zones, elles sont plus denses dans les zones où il n'y a pas de projection de la moelle. Donc, deux projections différentes pour les fibres venant du pont et pour les fibres venant de la moelle. Les fibres, je répète, les fibres venant de la moelle se projetant essentiellement sur la partie la plus antérieure du cervelet, mais aussi un peu sur la partie postérieure, correspondant au lobe gracile et un élément vermien qu'on appelle le pyramis, tandis que les fibres du pont se projettent de façon beaucoup plus diffuse et vont aller rejoindre, là, dans une projection transversale, la majorité du cervelet, mais avec une prédominance dans les régions où il n'y a pas de projection médulaire. Qu'est-ce qui se projette sur le lobe floculo-nodulaire ? Eh bien, le lobe floculo-nodulaire va recevoir directement des fibres venant du nerf vestibulaire, mais aussi, bien sûr, des projections venant des noyaux vestibulaires. Et il y a une projection réciproque entre le floculus et le noyau vestibulaire. Alors maintenant, ça, ce sont les fibres moussues. C'est cette projection transversale sur le cervelet. Que se passe-t-il pour l'olive bulbaire ? Eh bien, l'olive bulbaire, elle va se projeter contralatéralement sur trois parties du cervelet. Une partie
Et je vous rappelle que ces parties vont être parasagittales. Donc vous allez avoir une partie orange, une partie qui va correspondre au vermis, une partie en dehors qui va correspondre à une partie intermédiaire et une troisième partie encore plus en dehors qui va correspondre à la partie proprement dite hémisphérique. Donc, l'olive bulbaire contralatérale va avoir des projections dans un plan parasagittal. Cette olive va se projeter selon trois zones. Une zone interne qu'on appellera vermienne, une zone intermédiaire qui s'appelle la zone intermédiaire et une zone latérale qui est la zone hémisphérique. Alors pourquoi décrire tout ça ? Eh bien, la raison pour laquelle on décrit tout ça, ce sont les efférences du cervelet. Ces efférences du cervelet, nous avons vu qu'elles se faisaient, la cellule de Purkinje se projetait sur les noyaux gris du cervelet. Eh bien, les noyaux gris du cervelet vont correspondre à ces trois zones parasagittales des fibres de projection de l'olive bulbaire. Vous allez avoir trois noyaux. Un noyau qui va s'appeler le noyau du faîte, du toit. Ce noyau du faîte ou du toit correspond à la zone vermienne, du vermis. Vous allez avoir un noyau qu'on appelle le noyau interposé. Le noyau interposé correspond à la zone intermédiaire. Et la troisième partie, c'est le noyau dentelé qui correspond à la zone hémisphérique. Alors, en fait, le noyau du faîte, c'est le noyau du toit, il n'y a pas de problème. Le noyau interposé, en fait, est divisé en deux sous-noyaux. Donc, dans les livres, vous pouvez retrouver deux noms différents, noyau globuleux et emboliforme, mais c'est le noyau interposé, c'est la même chose. Et le noyau dentelé s'appelle noyau dentelé du cervelet. Il existe une quatrième structure, et qu'il ne faut pas du tout oublier, c'est les noyaux vestibulaires, dont une partie de ces noyaux font partie des noyaux gris centraux. Donc, le noyau vestibulaire est une partie intégrante, pour certains de ces noyaux, des noyaux gris du cervelet. Alors, je répète. Le cervelet, c'était un petit cerveau en dérivation du grand. Pour le comprendre, il faut comprendre l'histologie du cervelet. La cellule principale du cervelet, c'est la cellule de Purkinje. La cellule de Purkinje, elle est très reconnaissable parce qu'elle a un arbre dendritique tout à fait particulier. Cette cellule de Purkinje va agir continuellement sur les noyaux gris centraux. Et l'action sur les noyaux gris centraux sera toujours une action inhibitrice. Elle va toujours inhiber les noyaux gris centraux. Il existe deux types de fibres qui vont aller activer cette cellule de Purkinje. Les fibres grimpantes. Les fibres grimpantes sont issues de l'olive bulbaire. Elles sont issues de ce qu'on appelle l'olive inférieure ou olive bulbaire. Et cette olive inférieure ou bulbaire va aller activer la partie contralatérale du cervelet. Ces fibres grimpantes vont sur leur passage certes activer les noyaux gris du cervelet, mais aussi activer l'arbre dendritique des cellules de Purkinje.
il existe 3 types de projections de ces fibres grimpantes. Ces types de projections suivent une segmentation parasagittale. Et cette segmentation parasagittale est faite de telle sorte que l'on va avoir une partie qu'on décrit vermienne, une partie moyenne qu'on décrit intermédiaire et une partie latérale qu'on décrit hémisphérique. Ces fibres grimpantes activant les cellules de Purkinje vont entraîner, cette cellule de Purkinje vont venir en fait inhiber, la cellule de Purkinje va venir inhiber un noyau gris central. À chaque segmentation parasagittale va correspondre un noyau gris central. Pour la partie vermienne correspond le noyau du faîte, et qui correspond à la zone du vermis. Pour la partie intermédiaire va correspondre un noyau interposé, qu'on appelle aussi globuleux et emboliforme, c'est la même chose. Et pour la partie hémisphérique, un autre noyau qu'on appelle dentelé, et donc correspond à la projection des cellules de Purkinje sur le noyau gris central dentelé. Mais il faut rajouter à ces noyaux gris centraux à l'intérieur du cervelet, eh bien, le noyau vestibulaire, qui est très très proche des noyaux gris centraux, et qui doit être considéré, au moins pour certains de ces noyaux, comme un noyau gris du cervelet. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a un autre système de fibres, qui sont les fibres moussues. Ces fibres moussues vont se projeter selon une disposition transversale. Ces fibres moussues vont avoir 3 origines. La première origine, ce sera les structures vestibulaires, c'est le vestibulo-cérébellum. Classiquement, le vestibulo-cérébellum était constitué uniquement du lobe nodulo-floculaire ou floculo-nodulaire. Deuxièmement, il y a des fibres qui viennent de la moelle, c'est le spinocérébellum. Et cette projection des fibres moussues du spinocérébellum vont essentiellement se faire sur la partie antérieure du cervelet, mais aussi au niveau de la partie postérieure, dans une zone qu'on appelle le lobule gracile et son équivalent vermien, le pyramis. Troisièmement, il y a des fibres qui sont des fibres venant du pont, c'est-à-dire des noyaux propres du pont, qui, elles, ces fibres, vont croiser la ligne médiane, vont former le pédoncule cérébelleux moyen et vont venir se projeter sur la majorité du cervelet selon une projection transversale, mais avec une projection plus dense dans les parties qui ne sont pas destinées aux fibres venant de la moelle. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va falloir lier ce système du cervelet avec les précédents. Comment peut-on lier le système du cervelet avec les précédents? Pour cela, je vais vous refaire une coupe frontale. Donc, je vais vous mettre à nouveau le thalamus, le noyau codé, en dehors le noyau lenticulaire. Je vais mettre bien sûr le corps calleux, puis le cortex, avec ici la fissure latérale. Et puis on va pouvoir mettre le temporal comme ceci. Je vais avoir besoin du mésencéphale, mais je vais avoir besoin aussi du cervelet. Donc ici, je vais vous mettre le cervelet. Je vais vous schématiser le cervelet. Et puis en dessous du cervelet, le tronc cérébral. À l'intérieur de la substance blanche du cervelet, des noyaux. On a vu qu'il y avait le noyau dentelé et qu'il y avait
le noyau interposé. Alors le noyau dentelé, je l'avais fait en jaune, on va continuer à le faire en jaune. Et qu'est-ce que l'on avait dit? On avait dit que la cellule de Purkinje se projetait sur le noyau dentelé. Voici une cellule de Purkinje avec son corps cellulaire. Elle va avoir une action négative sur le noyau dentelé ou sur le noyau interposé. L'ensemble des fibres qui viennent du noyau dentelé et interposé vont sortir par le pédoncule cérébelleux supérieur. Sur leur trajet, ces fibres vont rencontrer le noyau rouge. Et elles vont rencontrer le noyau rouge contralatéral. On va marquer la ligne médiane. En rencontrant le noyau rouge, elle va informer les cellules du noyau rouge. Et une partie va donc informer le noyau rouge. Et informant le noyau rouge, eh bien, le faisceau rubrospinal va naître, va recroiser la ligne médiane et va descendre dans la moelle. Donc voici déjà un lien entre les efférences du cervelet, le noyau rouge, et par le noyau rouge, une activité par le faisceau rubrospinal, une activité sur la moelle. L'autre partie des efférences du noyau dentelé et du noyau interposé vont continuer leur trajet et vont venir se terminer dans le thalamus. Ils vont se terminer dans le thalamus, dans un noyau qui s'appelle le noyau ventral, latéral du thalamus, mais aussi dans un autre noyau, d'autres noyaux qui s'appellent les noyaux intralaminaires du thalamus. Nous savons déjà que le thalamus se projette sur le cortex. Donc, du thalamus, vous allez avoir une forte projection sur le cortex cérébral. Quel est le faisceau qui vient du cortex? Eh bien, ce sont tous les faisceaux qui vont cheminer dans la capsule interne. Et parmi ces faisceaux qui cheminent dans la capsule interne, vous allez avoir des faisceaux qui vont naître d'une cellule pyramidale, qui vont cheminer et qui, sur leur trajet, vont s'arrêter au niveau des noyaux du pont. Ces noyaux du pont vont envoyer leurs fibres moussues cette fois, pour informer le cervelet. Et ainsi, vous avez une boucle de régulation qui correspond
cortex cérébelleux, cellule de Purkinje, projection sur le noyau dentelé et interposé. Le noyau dentelé a une forte projection sur le thalamus. Le thalamus informe le cortex cérébral. Les faisceaux issus du cortex, certains d'entre eux, qu'on appelle les faisceaux cortico-pontins, vont redescendre jusqu'au pont, informer les noyaux du pont, et ainsi vous avez fermé un système à boucle de régulation. Mais il existe un autre circuit, ce circuit qui passe par le noyau interposé, qui en traversant le noyau rouge, va informer le noyau rouge. Et ce noyau rouge émet des faisceaux, le faisceau rubrospinal. Ce faisceau rubrospinal croise la ligne médiane et va rejoindre le système latéral de la moelle. Il existe donc une seconde boucle que l'on n'a pas vue entièrement, puisque nous n'avons pas parlé de la projection des voies venant de la moelle. Il existe en effet des fibres venant de la moelle. Donc en définitive, les fibres spino-cérébelleuses se projettent sur le cortex cérébelleux. La cellule de Purkinje est activée, elle inhibe les noyaux gris centraux et notamment interposés. Ces noyaux vont agir au niveau du noyau rouge et par le faisceau rubrospinal réintervient au niveau de la moelle, au niveau du système latéral de la moelle. Ces voies, ce circuit est le circuit du néocérébellum. Donc vous pouvez dire que ces voies décrites, et notamment celles passant par le noyau dentelé, c'est la voie du néocérébellum. Alors on est un petit peu en avance. Il resterait une seule chose à faire. Ce sont les éléments qui vont se projeter sur les noyaux vestibulaires. En effet, vous allez avoir deux types de projections au niveau des noyaux vestibulaires. Vous allez avoir je vais le faire ici. Vous avez le nodule et le flocculus. Comme ceci. Et vous avez des noyaux vestibulaires. En fait, les noyaux vestibulaires, vous l'apprendrez certainement avec M. Corlieu, ont 4 noyaux. Des noyaux latéraux, un noyau médial, un noyau supérieur et un noyau inférieur. Donc le noyau vestibulaire a 4 noyaux. Un noyau latéral, un noyau médial, un noyau supérieur et un noyau inférieur. Ce qu'on a déjà vu, c'est que le flocculus se projetait réciproquement sur les noyaux vestibulaires. En fait, il y a une autre structure, 2 autres structures qui se projettent sur le noyau vestibulaire. Cette autre structure, c'est d'une part le noyau du faîte qui va envoyer une projection sur ce noyau vestibulaire. Et vont naître
de ces deux projections un noyau, un faisceau qui est le faisceau longitudinal médial. Ce noyau du fait, il peut être contralatéral ou homolatéral, va de même informer la réticulée, de telle sorte que dans le faisceau longitudinal médial, vous allez retrouver des faisceaux que je vous donnais au tout début, à la fois des faisceaux vestibulo-spinaux, mais aussi des faisceaux réticulo-spinaux. Donc l'origine du faisceau longitudinal médial n'est rien d'autre que le noyau vestibulaire ou la réticulée du tronc cérébral. Mais il existe une projection, une autre projection sur uniquement le noyau latéral du noyau vestibulaire. Cette autre projection vient directement des cellules de Purkinje de la partie vermienne. Donc, vous avez une partie de la zone du vermis dont les cellules de Purkinje vont aller se projeter directement sur le noyau latéral du noyau vestibulaire, la partie latérale du noyau vestibulaire. C'est la raison pour laquelle ce noyau latéral, cette partie latérale du noyau vestibulaire, n'est autre qu'un noyau gris central cérébelleux. Et ce noyau latéral vestibulaire va donner un faisceau, c'est le faisceau vestibulo-spinal latéral. Alors maintenant, si vous avez une atteinte du lobe antérieur du cervelet, vous allez avoir une rigidité, et cette rigidité est dite d'atteinte du cervelet, et cette rigidité est due à l'absence d'inhibition sur le noyau latéral vestibulaire, et à ce moment-là, le faisceau vestibulo-spinal va se mettre en activation et va entraîner une rigidité par action sur les muscles extenseurs. Alors, est-ce qu'on peut faire un résumé de tout ça? Sur le cervelet, c'est un cerveau en dérivation du grand cerveau. Il agit sur la motricité, il va agir à tous les niveaux de la motricité. Il est compliqué, c'est un cerveau à 3 couches, c'est un cortex à 3 couches, et il faut revenir à son histologie pour bien le comprendre. L'élément principal du cervelet, c'est la cellule de Purkinje. Et la cellule de Purkinje a un effet inhibiteur sur les noyaux gris centraux. À partir de là, il faut savoir qu'il y a deux types de fibres qui vont aller dans le cervelet. Les fibres grimpantes, elles viennent toutes de l'olive bulbaire. Elles vont aller activer directement la cellule de Purkinje. Et les fibres moussues. Les fibres moussues, elles viennent de partout. Et classiquement, on décrit le cervelet à partir de ces fibres moussues. On dit que dans le cervelet, il y a 3 parties. L'archicérébellum ou vestibulocérébellum vient des voies vestibulaires, rôle dans l'équilibration. Deuxièmement, le spinocérébellum, qui va avoir un rôle dans le tonus de posture. Ce sont toutes les voies qui vont venir de la moelle et qui vont activer le cortex cérébelleux. Et enfin, les fibres du pont, et les fibres du pont qui vont aller activer, elles aussi, le cortex cérébelleux. En fait, il existe des boucles de régulation, et ces boucles de régulation
passe par des circuits qu'il faut connaître. Le circuit qu'on appelle du néocérébelleux, c'est-à-dire du pontocérébellum, c'est-à-dire passant par les noyaux du pont, et le suivant, eh bien les fibres, les cellules de Purkinje vont aller inhiber le noyau dentelé. Le noyau dentelé va informer par un faisceau qui croise la ligne médiane, premièrement, passe par le noyau rouge, deuxièmement, et atteint le thalamus, troisièmement. Informer donc le thalamus. Ces thalamus vont informer le cortex cérébral. En informant le cortex cérébral, les faisceaux cortico-pontins vont venir se projeter sur les noyaux du pont, et ces noyaux du pont vont, par ces fibres moussues, revenir informer le cortex cérébelleux. Il existe donc une boucle cortico-cérébelleuse, thalamo-corticale, et en retour, ponto-cérébelleuse. Mais il existe d'autres voies, et l'autre circuit à connaître, c'est celui passant par le noyau interposé, qui va au niveau du noyau rouge, et là, informant le noyau rouge, le faisceau rubrospinal va être émis, il croise la ligne médiane et va rejoindre le cordon latéral de la moelle. Croisant deux fois, comme vous avez pu le voir, une atteinte du cervelet entraînera une atteinte du corps du même côté. Bon, je vais m'arrêter là.